Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans un épisode spécial, une sorte d'hors-série, puisqu'aujourd'hui je ne donne pas la parole à un invité, mais j'essaie de propager celle d'un peuple qui depuis 3 semaines descend dans la rue quotidiennement. Un peuple qui continue à lutter malgré la répression sanglante de son régime. Un peuple que l'on a bâillonné en coupant l'accès à Internet sur l'ensemble du territoire. Une foule de femmes et d'hommes qui demandent justice pour l'assassinat de leur sœur, qui demandent à vivre librement et dignement. En Iran, Mahsa Amini, jeune femme de 22 ans, a été arrêtée par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile. 3 jours après son arrestation, le 16 septembre, sa mort est annoncée publiquement. C'est l'étincelle. L'étincelle qui embrase les rues iraniennes depuis maintenant 3 semaines, qui embrase une révolte qui grondait due aux trop nombreuses injustices et discriminations d'un pouvoir tout-puissant. Hier, le 4 octobre, l'ONG Iran Human Rights comptait au moins 154 morts, dont des enfants, et des milliers de personnes arrêtées dans tout le pays. Tous protestent contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans. Cette Iranienne est tombée dans le coma après avoir été arrêtée par la police des mœurs. De nouvelles manifestations ont éclaté dans plusieurs villes d'Iran lundi pour dénoncer la mort d'une jeune femme lors de sa détention par la police des mœurs. En Iran, la colère ne faiblit pas chez les manifestants anti-régime. Dans les rues de Téhéran, le vent de la colère ne faiblit pas. Malgré la répression sanglante, des morts qui se comptent par dizaines, 1200 personnes ont été arrêtées jusqu'ici. At least 83 people have been killed. La rabia es generalizada. Las protestas se suceden en todo el país. An dem Tag aufgenommen, als Mahsa Amini in Polizeigewahrsam starb. Milhares de pessoas têm ido às ruas no Irã em protesto contra a morte de Mahsa Amini. Ce podcast s'appelle Atin, nom emprunté à un groupe de musique persane du même nom que je vous invite d'ailleurs à aller écouter. Atin signifie atteindre ensemble. Et je l'ai créé dans un seul but, donner la parole à celles et ceux qui luttent pour le progrès et la solidarité. Comment alors rester silencieux lorsqu'un peuple se soulève pour ces mêmes valeurs? J'ai donc décidé d'en faire un épisode. Pour cela, j'ai eu l'honneur de recevoir Pierre Barbancet, reporter puis grand reporter pour l'humanité depuis 32 ans. Au cours de sa carrière, Pierre a notamment couvert le Moyen-Orient avec la guerre du Golfe, la guerre en Afghanistan et le conflit israélo-palestinien. Depuis plus de 2 semaines, il publie des articles portant sur les manifestations qui ont éclaté en Iran après le décès de Mahsa Amini suite à un contrôle par la police des mœurs. Malheureusement, au début de l'interview, mon micro m'a lâché, sinon ça aurait été trop facile. Mais bon, les problèmes techniques ça arrive, c'est pas la fin du monde et ça permet de se renouveler, surtout que j'avais noté toutes les réponses de Pierre. Et puis le sujet du jour était bien plus important qu'un micro qui s'éteint. Après l'interview, j'ai donc décidé de faire appel à quelques auditeurs d'Atin pour m'aider. Ils vont donc endosser mon rôle et poser les questions. De mon côté, je donnerai les réponses mot pour mot de Pierre Barbancet. J'espère que vous avez suivi. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 24 ans et je voulais savoir ce que c'était la police des mœurs et en quoi elle est différente de la police qu'on connaît tous. Dans le cadre de la République islamique d'Iran, le régime a mis en place un certain nombre de forces de sécurité, parmi lesquelles la police des mœurs. Son rôle est de faire respecter la vision islamique de la société, notamment auprès des femmes. Ces dernières sont forcées de porter un foulard devant couvrir les cheveux, accompagné d'un manteau assez long qui recouvre tout le corps jusqu'aux mains. La police des mœurs patrouille et de manière assez subjective d'ailleurs, selon leur propre jugement, doivent faire respecter l'habillement des femmes. Ce qui est intéressant, c'est que suivant les périodes, cette police des mœurs est plus ou moins là, plus ou moins présente dans les rues, et suivant le contexte, elle est également plus ou moins lâche, plus ou moins agressive. Clara, 19 ans. L'étincelle qui a embrasé l'Iran a donc été l'assassinat de Mahsa Amini pour avoir mal porté son voile.
Est-ce toujours la seule base des manifestations aujourd'hui ou assistons-nous à une sorte de convergence des luttes, à une mobilisation générale du peuple iranien ? Alors comme souvent, une chose se produit qui crée une étincelle et par la suite une véritable explosion. La mort de Mahsa Amini, qui fut embarquée par la police des mœurs puis retrouvée morte 3 jours plus tard, fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Son arrestation, sous prétexte que son voile a été mal mis, a provoqué cette fureur. Ce que la jeunesse iranienne ne supporte plus, ce n'est pas le voile, mais c'est l'obligation de porter le voile. C'est à chacun individuellement de décider de le porter ou non. Et nous voyons dans ces manifestations des femmes en t-shirt, en jean troué, aux côtés de femmes n'ayant pas retiré leur foulard. Cette coercition des femmes en Iran a provoqué cette révolte, puisque la jeunesse d'Iran souhaite la liberté, souhaite vivre au XXIe siècle. Surtout que l'Iran est un pays puissant, et beaucoup moins arriéré que l'on peut le penser. Par exemple, les filles sont majoritaires à l'université, et la culture perse est une culture extraordinaire. Ce que veut cette jeunesse, c'est choisir par eux-mêmes, et non par un guide suprême qui les oblige au niveau le plus personnel. Tout ça est une question de liberté, de choisir ce qu'on fait de son corps. Et puis, à cette étincelle se rajoute le contexte socio-économique compliqué. En effet, le régime iranien se dit anti-américain, anti-occidental, mais applique une politique totalement néolibérale. Il faut savoir qu'il y a énormément de chômage en Iran, notamment chez les jeunes, qui, s'ils trouvent du travail, doivent en cumuler 2 ou 3 pour pouvoir s'en sortir. Ceux qui s'en sortent bien font le plus souvent partie de l'establishment. Ce sont ceux qui travaillent directement pour le régime iranien. Ils forment d'ailleurs en eux-mêmes une sorte de police des mœurs qui contrôle également la population. De par ce contexte socio-économique extrêmement compliqué pour le peuple iranien, les manifestations sociales se sont multipliées ces dernières années, notamment dans le secteur pétrochimique ou bien chez les paysans qui n'avaient plus d'eau. On compte également des arrestations arbitraires de syndicalistes, dont Reza Shahabi, qui fut arrêté le 12 mai et qui pourrait être condamné à plusieurs années de prison. C'est donc un climat tendu, propice à la révolte, et l'on se demande jusqu'où ça va aller. Le régime iranien fait tout pour que ce mouvement s'arrête, notamment en organisant des contre-manifestations. Comme vendredi dernier, à l'occasion de la prière, les pro-régimes sont allés manifester disant que les manifestants sont complotistes, pro-Israël, pro-États-Unis et d'autres slogans absurdes. Un des meilleurs exemples pour illustrer ce contexte social extrêmement tendu, c'est un récent sondage demandé par le régime iranien qui a fuité il y a quelques jours et qui montre que seulement 13% soutiennent le régime. Ces 13% étant majoritairement une population qui vit grâce au gouvernement iranien. Le régime iranien qui semble puissant au premier abord serait-il donc un colosse au pied d'argile ? Ce n'est pas si simple que ça. On pense à l'exemple des États-Unis qui, après la mort de George Floyd, a vu fleurir des manifestations immenses sans que le pouvoir n'ait réellement à craindre quoi que ce soit. Un pouvoir contesté n'est donc pas forcément un pouvoir ébranlé. Cependant, il est vrai que les manifestations en Iran s'accumulent ces dernières années, et cela parce que les différentes difficultés socio-économiques s'accumulent également. À la politique du régime iranien dirigé en réalité par le guide suprême Khamenei, qui est le seul vrai dirigeant, s'ajoutent les sanctions américaines, qui touchent d'ailleurs non pas le régime, mais la population iranienne. Bonjour, je m'appelle Anissa, j'ai 24 ans. Ma question est la suivante. Est-ce que les manifestants aujourd'hui ont des revendications à proprement parler ou alors, comme l'estime le réalisateur Ashghar Farhadi, est-ce qu'on aurait davantage atteint un point de rupture entre le pouvoir et le peuple iranien qui souhaiterait finalement aujourd'hui qu'un changement de régime? Alors, on peut en arriver là, mais pour le moment, bien qu'il y ait de nombreux slogans contre le guide et le régime iranien durant les manifestations, le cœur de la question reste la politique des mœurs. Mais ça va être tout l'enjeu, vers quoi ces manifestations vont-elles se diriger? De son côté, la répression n'a pas encore atteint le degré ultime. Aujourd'hui, le pouvoir est aux abois, mais n'a pas encore décidé d'envoyer l'armée, ou bien les gardiens de la révolution par exemple, qui eux seront prêts à aller aux manifestations si le pouvoir craint que le régime puisse basculer. Il faut donc rester très lucide, défendre les manifestations bien évidemment, mais ne pas être dupe quand on voit les soutiens internationaux, notamment des politiques américains, puisque cela va sans dire, malheureusement leur but n'est pas la défense du peuple iranien. Bonjour, je m'appelle Bambo, j'ai 24 ans et ma question c'est: le président Raisi a promis à la famille de Mahsa une enquête à propos de son décès. Peut-on vraiment croire à cette enquête? Non, je ne sais pas s'il faut le croire.
Mais ce qui est à noter, c'est que pour une fois, et sûrement sous la pression des manifestations, il a fait un pas d'apaisement lorsque le régime a l'habitude de jeter de l'huile sur le feu. Après, est-ce que l'enquête aura lieu ? C'est évidemment une autre question. Ce genre d'enquête qui n'aboutissent jamais existe dans de nombreux pays. On pense aux différentes enquêtes menées par Israël, par exemple, faites d'ailleurs sous pression internationale, sur l'assassinat de Palestiniens par son armée qui n'ont jamais abouti. Mais comment réagit le régime iranien à ces manifestations ? Est-ce qu'il tente de les minimiser ou l'heure est à la répression et à la mobilisation ? L'heure est à la répression, en effet, une répression sanglante, mais pas la répression la plus dure. Le régime iranien est prêt à le faire, mais réfléchit aux meilleurs moyens de le faire, de le mettre en place. Les médias tenus par le pouvoir ou des oligarques jouent un rôle bien sûr, mais comme dans tous les pays du monde, comme en France notamment. Il y a quelques journaux un peu plus libéraux que d'autres qui tiennent des propos plus progressistes, mais pour la plupart, les journaux sont tenus par le pouvoir. En réalité, il faut comprendre la politique iranienne comme une bulle dans laquelle conservateurs, réformateurs et modérés s'expriment, mais cela ne change pas réellement la politique du régime qui reste entre les mains de l'ayatollah Khamenei. Bonjour, moi c'est Mbarki, j'ai 23 ans et j'ai une question. Comment expliquez-vous qu'autant d'artistes, iraniens ou non, se sont exprimés rapidement sur la situation en Iran ? C'est intéressant, on pense notamment au cinéma. Le cinéma iranien est un cinéma très vivant, de nombreuses fois récompensé aux Oscars ou à Cannes, encore cette année. Les réalisateurs iraniens ont toujours pris des risques. On pense notamment à Jafar Farhani, actuellement emprisonné. Ils choisissent par leur cinéma de traiter non pas exclusivement de romance, mais de parler des questions sociales. Le cinéma iranien est donc très politique et amène à s'engager dans ce sens-là. Du fait de leur large connexion et contact dans le monde artistique, les artistes iraniens ont su propager ce mouvement. Encore récemment, Roger Waters des Pink Floyd a fait une vidéo remarquée apportant son soutien aux manifestants. C'est sûr qu'on aimerait qu'en France, plus d'artistes s'engagent, et pas seulement sur la question iranienne d'ailleurs. Mais c'est bien, cela prouve que les artistes font partie de la société et ont leur mot à dire. Bonjour, je m'appelle Seyfi Jin, j'ai 21 ans. L'assassinat de Mahsa Amini s'est très largement propagé sur les réseaux sociaux qui ont permis une couverture médiatique mondiale. La prochaine étape devrait être la réaction politique, mais pour le moment, à part quelques déclarations, on ne voit pas grand-chose. Est-ce que la politique peut faire quelque chose concrètement ? Peut-elle par exemple sanctionner le régime iranien ? Il faut une réaction politique, mais il ne faut pas qu'il y ait deux poids deux mesures. Si on veut réagir, il faut avoir cette réaction partout. Je pense notamment à la question palestinienne qui ne provoque pas les mêmes réactions de la part de nos politiques. S'il y a flambé sur les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose, mais le régime iranien l'a compris et a coupé Internet et les réseaux sur le territoire très rapidement. L'intervention politique ne peut pas s'arrêter à ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Il faut se dire que les questions internationales ne sont pas réservées qu'aux spécialistes sur les plateaux télé. Il faut se dire qu'elles nous touchent aussi et que nous avons notre mot à dire. Il faut prendre l'habitude d'intervenir. Il faut que les élus, les sénateurs, le président aient des actes qui suivent leurs paroles. On a vu la France prendre des sanctions contre la Russie, mais pas contre Israël. Cette France qui dans ses déclarations soutient les manifestations en Iran, mais qui va rencontrer et serrer la main au président iranien Raisi il y a quelques jours seulement. Il est nécessaire que la politique suive, mais suive sur l'ensemble des dossiers internationaux. Pour la deuxième partie de cet épisode, je reçois Farzaneh Assadian. Farzaneh est née et a grandi en Iran. À 12 ans, elle et sa famille ont dû quitter leur pays d'origine et rejoindre leur père, réfugié politique en Norvège. Aujourd'hui, Farzaneh a 22 ans et elle n'a jamais pu retourner en Iran. Nous avons discuté de la situation actuelle en Iran, bien sûr, des rassemblements partout autour du globe, mais également de son enfance, de ce que c'est que d'être une femme sous le régime des mollahs. Bien que Farzaneh est en train d'apprendre le français, nous avons discuté en anglais pour qu'elle puisse s'exprimer plus librement. J'ai donc fait appel à Clara pour traduire la discussion. Bonne écoute. Tu as donc quitté l'Iran à tes 12 ans. Quels souvenirs garde-t-on d'une vie d'enfant en Iran ? Je dirais que la vie d'un enfant en Iran dépend vraiment des croyances religieuses de la famille. Si tu es élevé dans une famille très religieuse, tu auras évidemment moins de liberté que tes camarades. Cela peut aller du type de robe que tu peux porter, jusqu'à être obligé de porter un foulard lorsque ton oncle te rend visite. Moi, j'ai grandi dans une famille non religieuse et ouverte d'esprit. Vous n'avez pas d'un problème pour ma mère de m'habiller, ma sœur et moi, avec des vêtements légers.
Petite, je vivais une vie d'enfant normale, où je pouvais librement porter des robes assorties avec ma sœur, porter des hauts, des shorts et même des maillots de bain, et nager librement dans la mer Caspienne. Cela a changé lorsque je suis entrée en primaire. J'ai commencé la primaire à l'âge de 6 ans, et déjà à cet âge, je devais porter un uniforme qui comprenait un pantalon, une manteau, une robe et quelque chose pour me couvrir les cheveux. Les écoles en Iran sont séparées par sexe, donc je n'ai jamais vraiment compris pourquoi je devais me couvrir les cheveux. En dehors de l'école, j'étais libre de porter ce que je voulais. C'est assez absurde. Je ne voyais pas l'intérêt de couvrir tout le corps et les cheveux à l'école, alors qu'en dehors de l'école, je pouvais m'habiller librement. Enfant, ma sœur et moi n'avons jamais trop demandé à ma mère, qui nous élevait seuls. Il est assez difficile en général pour une femme d'élever seule des enfants, mais en Iran, la douleur est double. Nous comprenions que notre mère ne pouvait pas répondre à tous nos désirs, et pourtant, nous avons eu une enfance incroyable. Nous fêtions ensemble les fêtes traditionnelles de Nowruz et de Yalda, et ma mère nous achetait toujours un délicieux gâteau à la boulangerie pour nos anniversaires. Je me souviens aussi d'avoir voyagé dans ma ville natale, qui est la ville de Ramsar, située dans le nord de l'Iran. Cet endroit a une place spéciale dans mon cœur, et c'est là que j'ai passé la plupart de mon enfance avec mon oncle et mes cousins. Comme je l'ai dit, j'ai eu une enfance merveilleuse. Même si c'était parfois difficile de grandir en tant que fille en Iran, je ne changerai pas un seul détail parce que ça fait partie de ma vie et ça a fait de moi la personne que je suis. Comment décrirais-tu l'Iran à une personne qui n'en a entendu parler que par les médias occidentaux? Dans les médias occidentaux, vous voyez toujours cette image stéréotypée de l'Iran qui est principalement associée au gouvernement et à ses programmes nucléaires et qui laisse de côté la beauté de la culture iranienne, sa longue et riche histoire et plus important encore, le peuple iranien. Oui, l'Iran est en effet un pays d'oppression totale, dirigé par une dictature religieuse, et oui, c'est un pays avec un gouvernement violent et beaucoup de censure, mais les médias occidentaux sont assez souvent anti-iraniens lorsqu'il s'agit de dépeindre l'image de l'Iran. Si je devais décrire l'Iran, je parlerais de ses hautes montagnes, de ses déserts, de la mer Caspienne et du golfe Persique, de son histoire riche et ancienne, de l'art, de la poésie, de la musique, de sa culture. Je voudrais également parler de la façon dont l'Iran est un pays ethniquement diversifié, où plusieurs langues, telles que le kurde, l'arabe, l'azerbaïdjanais, le louri, le turc, le gilaki et le baloutch sont parlés. Je parlerai des heures de la diversité des plats persans et de son peuple toujours accueillant. Si vous êtes un touriste en Iran et que vous avez besoin d'un endroit où dormir, quelqu'un vous offrira certainement un toit et de la nourriture. Il y a un magnifique pays qui se cache derrière les atrocités du régime et ce que les médias montrent. Il semble que la seule façon d'enlever cette mauvaise image de l'Iran est d'aller la visiter. Est-ce que tu te sens complètement libre, sachant que tu ne peux pas retourner en Iran, ton pays d'origine? J'y pense tout le temps. Vais-je pouvoir retourner dans mon pays? Vais-je revoir mes proches? Aurai-je à nouveau la chance de faire cette longue promenade sur le boulevard de Ramsar? Est-ce que je pourrais me recueillir auprès de mes grands-parents et leur dire combien j'ai agrandi et me suis accomplie dans la vie? Depuis cette nuit où nous avons mis les pieds à l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran, je savais que je ne reviendrais plus, mais au fond de moi, j'ai toujours eu ce petit espoir de revenir un jour, et j'espère bientôt. But deep down, I always had this small hope that I will come back one day and hopefully it will be soon. Être la fille de quelqu'un qui a été prisonnier politique en Iran pendant des années et constamment sous la surveillance de la police, même après sa libération, m'a mis, ainsi que le reste de ma famille, en danger. Peu importe la douleur, je ne peux pas retourner dans mon pays. J'ai peur pour ma vie et ce qui pourrait arriver si j'y remettais les pieds. Je crois que personne ne devrait ressentir cela envers son pays. C'est un endroit où je suis née et où j'ai l'impression d'appartenir. L'Iran a et aura toujours une place spéciale dans mon cœur. C'est qui je suis, mais malheureusement, je ne me vois pas retourner là où j'appartiens, à moins que le régime ne change. Mahsa Amini a été tuée par la police des mœurs pour avoir soi-disant mal porté son voile. Un policier peut donc emmener une femme au commissariat s'il juge sa tenue contraire à la loi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'être une femme en Iran? En Iran, nous avons une célébration appelée Jashna Taklif,
qui est une célébration de la puberté. Les filles les célèbrent à 9 ans et les garçons à 15. Cette fête marque le passage de l'enfance à l'âge adulte. Je me souviens l'avoir célébré, nous n'avions pas le choix, en portant un voile blanc qui couvrait tout mon corps et mes cheveux. Après cette célébration, nous devenons des femmes responsables et devons accomplir nos obligations religieuses et apprendre ce qu'on attend de nous en tant que femmes dans une société. Déjà à l'âge de 9 ans, on nous dit constamment qu'on ne peut pas montrer ses cheveux aux hommes et qu'on ne peut pas porter de vêtements légers qui pourraient séduire les hommes. Ces choses nous sont constamment dites par nos professeurs à l'école, les gens à la télé et la police des mœurs dans la rue. Je me souviens être allée au bazar avec ma mère et ma sœur et combien ma mère a eu peur après avoir repéré une voiture de police des mœurs dans une rue. Nous avons dû couvrir nos cheveux rapidement afin de ne pas nous faire prendre ou réprimander sur la façon appropriée de porter le voile. En Iran, la femme ne peut pas être l'architecte de sa propre vie. Elle n'a pas de liberté aussi simple que de choisir quoi porter ou comment le porter. C'est le gouvernement qui possède le corps féminin et c'est lui seul qui décide pour nous, les femmes, de la façon de porter correctement nos vêtements et notre voile afin d'aller au paradis. Comme toujours, c'est différent pour les riches et les proches du pouvoir. Les femmes des quartiers les plus riches de Téhéran se soucient peu des codes vestimentaires et du hijab obligatoire. Elles organisent librement des fêtes que nous ne pouvons normalement pas faire en Iran et s'habillent de manière inappropriée, comme ils disent, sans se soucier des conséquences. Les gens des classes pauvres ou de la classe moyenne ont peur de telles lois car ils n'ont aucun pouvoir contre la police. Il y a eu différentes grosses manifestations en Iran ces dernières années, mais c'est la première fois qu'un tel engouement les entoure. Comment réagis-tu à cette couverture médiatique internationale et à toutes ces personnalités affichant leur soutien sur les réseaux sociaux ? J'ai vu des célébrités et des politiciens de différentes parties du monde montrer leur soutien de différentes manières, que ce soit en parlant de la situation sur leur compte Instagram ou en se coupant les cheveux, qui est maintenant devenu un symbole de ce mouvement. Et je dois dire que j'ai été très touchée et surprise. Surprise parce que j'ai toujours pensé que ces gens ne se souciaient pas de l'Iran, puisqu'ils ne se sont jamais vraiment souciés de tous les autres assassinats commis par le régime. Désormais, ces personnes montrent leur soutien et demandent aux autorités d'écouter les demandes des Iraniens. Et cela signifie beaucoup pour une nation qui a toujours été incomprise et négligée. Depuis 2 semaines donc, tu participes à divers rassemblements de soutien aux manifestations iraniennes. Estimes-tu qu'il est de ton devoir de propager la voix de ces manifestants ? Et est-ce que tu peux décrire l'ambiance de ces rassemblements ? L'atmosphère des rassemblements est quelque chose que je n'aurais jamais pensé ressentir et voir. Beaucoup des manifestants que j'ai rencontrés lors des rassemblements étaient des Iraniens vivant en exil. Il y avait énormément de monde, des Iraniens, des Kurdes ou des Norvégiens, et on sentait vraiment l'unité et la solidarité. La plupart des rassemblements en Norvège et dans le monde se sont déroulés devant les ambassades ou les places importantes de la République iranienne, où nous avons scandé des slogans anti-régime tels que « Mort Khamenei » et « Femmes, vie, liberté », qui est la devise officielle de ce mouvement. Ce mouvement a touché beaucoup d'entre nous au plus profond de nos cœurs, et les émotions brutes sur les visages de chacun étaient une belle chose à voir. Je crois qu'il est de mon devoir d'être la voix de mes compatriotes. Nous, les Iraniens qui vivons à l'étranger, nous avons plus de liberté d'expression que le peuple iranien, et ces rassemblements sont le seul moyen de façonner l'opinion publique sur la situation en Iran et de faire pression sur nos gouvernements pour qu'ils soutiennent le peuple iranien. La mort de Mahsa Amini et les nombreux autres innocents qui se font tuer chaque jour en Iran sont la base de ce mouvement pour la liberté, l'abolition du hijab obligatoire et la fin de la dictature. Ce qui est arrivé à Mahsa aurait pu m'arriver à moi ou à ma sœur. C'est pourquoi je ne peux pas rester assise et voir mes sœurs se faire assassiner. Cela va à l'encontre de ma morale. J'ai lu il y a quelques jours quelque chose que j'ai pensé partager. Le jour où tu nous as fait quitter notre patrie, tu n'aurais même pas imaginé dans tes cauchemars les plus sombres que nous marcherons à chaque coin du globe, crierons dans toutes les langues les meurtriers que vous êtes. Il est extrêmement difficile d'aider concrètement les manifestants iraniens, mais est-ce que tu aurais quelques conseils sur comment nous pouvons les soutenir ? La seule façon de soutenir le peuple iranien pourrait être de sensibiliser et d'amplifier la voix des femmes iraniennes.
Le gouvernement fait taire le peuple iranien en coupant Internet et en assassinant les personnes qui descendent dans la rue pour protester contre le meurtre de Mahsa Amini. Parlez à votre famille et à vos amis de la situation en Iran. Il n'y a pas de don à ma connaissance car il serait impossible de faire parvenir facilement de l'argent au peuple iranien. Si vous voulez montrer votre soutien, descendez dans la rue et rejoignez les manifestations de solidarité avec les femmes iraniennes. Le gouvernement a peur que les gens soient connectés. Alors, connectez-vous au monde et soyez notre voix. Donc pour finir cette discussion, est-ce que tu aurais un message à faire passer, quelque chose à dire à ceux qui écoutent cet épisode ? C'est le plus grand soulèvement depuis la révolution de 1979. Nous, le peuple iranien, voulons saisir cette opportunité pour renverser le régime totalitaire qui opprime l'Iran depuis plus de 40 ans. Finalement, les Iraniens se battent pour des droits humains fondamentaux et tant que le régime actuel sera au pouvoir, ils n'en auront pas accès. En plus de la justice pour Mahsa et tous ceux qui sont morts aux mains du régime, les Iraniens recherchent la liberté. Les femmes d'Iran luttent contre la dictature, le système patriarcal et l'oppression depuis de nombreuses années. Nous avons tous droit à la liberté, à la justice et à la dignité. Le monde entend enfin la voix des âmes courageuses en Iran qui luttent pour la liberté. Pour Mahsa, nous crierons plus fort. Femme, vie, liberté. Justice and dignity. The world is finally hearing our voice and the brave souls in Iran fighting for freedom. So for Mahsa, we should shout louder. Zan, Zendegi, Azadi.